Tu vois, ça c'est le premier moment, la première journée où j'ai rencontré Iggy, ce qui m'a transcendée en joie, évidemment. J'ai l'impression d'avoir un peu 14 ans, quoi. Et c'est vrai que et cette rencontre, je le dis dans le film, a vraiment changé ma vie. Et puis voilà, obtenir des prix, comme je te dis, j'en ai jamais eu à l'école. Alors j'en avais quand je faisais de la danse. Donc en fait, ce sont ce qu'on appelle des photogrammes, c'est-à-dire je filme et je fais un arrêt sur image et je tire une photo. Alors évidemment, ça donne autre chose, hein. Mais ça m'intéresse de faire une installation de toutes les images que j'ai pu. Là, c'est très beau. C'est quand belle il range. Celle-là. Ouais, mais enfin là, c'est quand il rentre dans l'eau. Enfin, c'était toute une mise en scène. Mais tu sais, Iggy, il m'a fait vraiment le plus grand des compliments. Enfin, pour moi, qui m'ait fait, c'est quand il m'a dit. Parce que je lui demande quand même beaucoup de choses, quoi. Mets-toi dans l'eau, roule-toi dans le sable. Ouf, là. D'ailleurs, je m'étais roulée dans le sable avant lui. Et puis, à un moment donné, j'ai mis un drap, comme ça, on voit dans Tell Me Iggy, tu vois. Alors, il a vu le drap, il m'a dit, c'est quoi? Mais je lui dis, mais tu sais, j'aimerais que tu t'étendes, etc. Et là, il m'a pris la main, le bras, comme ça, et il m'a dit, je sais comment tu me regardes. Voilà, tu vois, il y a toutes ces images. Donc, je l'ai suivi. Là, je suis contente parce que cet été, il va reprendre les concerts en Europe et à l'étranger, mais en France, pas mal. Donc, je suis très contente. Je vais le revoir. J'aime beaucoup celle-ci d'image. C'est comme le côté de la peau qui est très gigoine. Voilà. On est bien là. Alors, Sophie. Ouais. Il y a quelques années, nous étions voisins, tout près d'ici, rue du Chevalier de la Barre. Oui, oui. Et c'était au moment du tournage c'était pas ton premier film, mais un des films qui a marqué ta carrière, Elle et lui au 14e. Mon premier long métrage, quand même. Ton premier long métrage. Ouais. Et donc, avec le passage, donc, de Guillaume Depardieu dans le film. Alors, en fait, nous, c'était fenêtre sur cour. C'est-à-dire qu'on a été en vis-à-vis, sans jamais se parler, mais en s'apercevant. Moi, j'avais un avantage sur toi, c'est que moi, j'étais plus en hauteur. Ouais. Donc, moi, j'avais une vue plongeante, tandis que toi, tu pouvais pas. Mais c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés après, et quelques années après, je suis rentrée dans ton appartement et j'ai vu où j'habitais avant. Non, je pense pas qu'il y ait, enfin, pour moi, tout a un sens. Celui-là, il est très joli, quoi, parce que il n'y a pas de hasard dans la vie, quoi. Et ben moi, après, quand j'ai vu Elle et lui au 14e étage, je me suis dit, alors je sais pas, j'entendais pas les conversations quand même, hein, mais c'est une minuterie, d'accord. C'est sympa. C'est bien, ça met de la vie. Mais si, c'est marrant. Non, c'était tout imaginaire. Alors, non, c'est pas une histoire imaginaire. C'est une histoire qui a été transposée à Amiens, dans cette tour Perret, qui effectivement est comme une tour d'ivoire pour un couple qui va se séparer. C'est vrai que quand on est dans la tour Perret, quand tu es dans la tour, tu ne vois rien. Enfin, c'est comme si tu étais dans une. Il y a pas d'autre immeuble, donc. Donc non, j'ai complètement transposé l'histoire. Et en plus, ce qu'il y a de drôle, c'est que tu avais engagé la voisine du premier, Isabelle, que je connaissais par ailleurs. C'est presque une histoire d'amitié, de famille, ce film. Enfin, de mon point de vue. Oui, parce qu'en fait, j'étais rentrée chez moi et j'ai vu Isabelle en profil. Enfin, je savais même pas qu'elle s'appelait Isabelle, d'ailleurs. Et tu as pensé que c'était ta mère. Et en fait, elle avait vraiment le profil de ma mère. C'était incroyable. C'était le sosie de ma mère, en fait. Donc, comme je voulais faire un flashback avec Paulette à bicyclette sur les villages de campagne, je suis allée, j'ai sonné, je lui ai fait un signe. Et donc, on s'est rencontrés, elle a accepté. Et elle a accepté de... Et alors, ce qui a été extraordinaire, c'est que bon, elle voulait bien faire cette journée à bicyclette. Moi, j'avais récupéré des vieilles bicyclettes. Il y avait Benoît Magimel, d'ailleurs, qui faisait partie. Tu sais, nous étions quelques beaux garçons. Il y avait Francis et Sébastien, etc.
Et elle voulait pas tellement, elle avait pas envie d'aller faire des essayages de costumes, etc. Donc je suis allée avec une amie dans une brocante, lui trouver une robe années 40 comme ça, plus des petites chaussures. Et je suis arrivée chez elle, tout lui allait parfaitement. Et ce qui a été très beau, c'est qu'on a filmé. Et après, moi, j'ai montré les rushs à ma mère dans cet appartement en face. Et ma mère a vu les rushs et je me souviens toujours, elle m'a dit, mais, elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit, mais comment as-tu su que j'ai vécu ça? Parce qu'en plus, c'est la robe que j'avais et c'est les chaussures que j'avais. Donc plus tard, ma mère m'a montré une photo avec exactement la même robe que portait Isabelle pour le film et les mêmes chaussures. Donc ça s'invente pas. Enfin, tu vois, c'est quand même. J'aime beaucoup parce que quand tu es en état de création, c'est-à-dire tu te rends disponible à une idée et tout converge vers ça. C'est-à-dire les synchronicités apparaissent quand on est vraiment très ouvert. Et à chaque fois que j'ai fait un film, il y a des miracles. C'est-à-dire, alors il y a beaucoup de choses dures et il y a beaucoup de miracles. C'est complètement. Les deux vont comme ça. Plus tu traverses la difficulté et il y a vraiment un enchantement de l'autre côté qui va t'aider. D'ailleurs, à ce sujet, c'est tout à fait anecdotique. C'est que, alors, tu avais dû lui prêter quelques jours la robe parce que je me souviens que Isabelle, que je connaissais bien évidemment parce que c'était ma voisine, a fait une série de photos sur le toit de notre immeuble à nous, avec ces photos qui faisaient un peu années 50, voilà. Alors, tu parlais de miracle, mais donc Guillaume Depardieu, comment ça se passe? C'est un miracle ou parce que je suppose que c'est pas un film à gros budget, comment on fait pour avoir... Il n'y avait pas un sou, donc comme ça... Guillaume Depardieu, comment on fait? En fait, comment on fait? Alors, c'est encore, ça fait de toute façon Guillaume. C'était quelle année déjà, pardon de le film est sorti en 2000. 2000, d'accord. Mais moi, c'était mon premier long métrage. J'avais fait que des documentaires avant. J'avais même pas fait de fiction. Je me suis lancée. Je me suis dit, j'avais pas envie de faire du court métrage. J'en ai fait après d'ailleurs, mais là, j'avais pas envie. Et je me suis dit bon, je vais me lancer. Si ça marche pas, si ça rate, j'aurais rien à regretter. Au moins, j'aurais essayé, tu vois. C'est ça qui est important, c'est d'essayer. Et tu avais déjà fait celui sur les éboueurs de Montmartre? J'avais fait j'avais fait des documentaires. Il était tourné, celui-ci. Le film avait déjà été tourné sur la vie de ceux qui nettoient nos rues et la cité des éboueurs. Ça m'avait beaucoup ému. J'avais eu une très belle presse. C'est en voyant rue du Chevalier de la Boire, je voyais des mecs qui ramassaient comme ça avec leurs mains que j'ai mis dans le film d'ailleurs. Je filmais avec ma petite caméra Super 8, tu vois, ils ramassent l'hiver comme ça, les feuilles. Mon voisin du dessous, il avait son balai avec ses 5 enfants qui vivaient dans une cave. Mais oui, mais je le connaissais lui aussi, c'était des Maliens. Avec les enfants qui avaient peur des chiens. Voilà. Moi, les petits-enfants, ils venaient beaucoup chez moi. Bon, je vais taire le nom de l'acteur qui devait faire le rôle. J'ai rencontré un acteur et on a eu un très beau contact. Et j'étais vraiment très heureuse qu'il fasse le rôle d'Arthur. Et puis, en fait, un jour, on devait se revoir et je pense que c'est quelqu'un qui allait pas bien, et qui prenait aussi des substances, mais malheureusement qui se transformait en agressivité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il m'a balancé le scénario à la figure et j'ai été vraiment chagrinée, profondément chagrinée. Et donc j'ai un ami qui m'a dit mais écoute, si t'as fait ça, c'est que il vaut mieux qu'il te le fasse avant le tournage, qu'il te le fasse pendant le tournage. Et il m'a dit si ce mec t'a fait ça, c'est qu'il est pas bien, c'est pas une raison évidemment, mais c'est qu'un autre acteur va arriver. Donc en fait, il m'a dit, écoute, un soir tu t'endors, tu demandes à l'univers de te guider vers la bonne personne pour ton film, puis tu vas voir un matin, tu vas te réveiller, tu auras une idée. Et c'est ce qui s'est passé. Un matin, je me suis réveillée, donc j'ai cru en ça, j'ai dit bah oui, il faut demander à la vie. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai dit Guillaume Depardieu. C'est venu comme ça. Alors comment je fais pour le rencontrer? Faut avoir de l'imagination. Je savais pas où il habitait parce qu'autrement je vais sonner aux portes. Ça je le fais depuis. Parce qu'il va y avoir un deuxième livre où je raconte encore bien d'autres rencontres dingues. Et du coup je me suis dit comment je vais faire. Il y a Pierre Salvadori qui a tourné avec lui. Donc il y avait encore, tu sais, on peut avoir les numéros de fixe des gens. Donc j'ai vu qu'il était dans l'annuaire, comme quand j'ai rencontré Bresson, il était dans l'annuaire. Donc j'appelle Pierre Salvadori, je lui laisse un message en lui disant bonjour, je m'appelle Sophie Blondy, je suis réalisatrice, je vais faire mon premier long métrage, j'aime beaucoup vos films, ce qui était vrai, vraiment, et j'aimerais engager Guillaume Depardieu pour un rôle, pouvez-vous me rappeler s'il vous plaît? Et il me rappelle le lendemain,
et il me dit, écoutez, je vais transmettre votre numéro de téléphone à Guillaume, donc il m'appelait du fixe. Et à ce moment-là, son portable sonne. Il me dit, attendez, bougez pas. Et là, j'entends, il dit, ah Guillaume, c'est marrant, je suis en train de parler de toi. Donc ça veut dire qu'au moment où il m'appelait, Guillaume l'appelait sur le portable. Et il a dit, je vais te donner le numéro de téléphone de quelqu'un. Donc attends, je te rappelle. Et après, il me reprend et il me dit, bon, bah voilà, je vais transmettre votre numéro à Guillaume. Et j'étais dans une fête, je me souviens très bien. Et je suis allée voir ma messagerie. Et j'ai eu ce message de Guillaume. Il m'avait laissé un message sur mon téléphone portable. Et c'était magnifique. Et c'était miraculeux. D'ailleurs, c'est le mot qu'il a employé. Et je l'ai rencontré quand il était à l'hôpital. Il m'a donné rendez-vous à l'hôpital. Mais c'était complètement surréaliste, poétique, dans un lieu pourtant... Oui. Et alors Guillaume, on s'est sauvé le soir de l'hôpital. Enfin, je vivais quand même dans un côté. Bah, alors, moi, je voulais pas, mais lui, il me dit viens, on se tire et tout. Hop, et il a pris son manteau. on a quitté l'hôpital, traversé la place, une place, tu sais, comme la place de la Nation. Je crois. Il y avait du monde. Il était là avec ses béquilles et il fendait la pièce comme ça. Enfin, la place comme ça. Et on est allé dans un bar et il m'a dit pourquoi tu m'as choisi. Et je lui ai dit, je sais pas, mais c'est toi. Il m'a dit, c'est bien, c'est comme en amour. Pourquoi? Mais on sait que c'est l'autre. Et il m'a dit, alors d'accord. Voilà, comment a commencé. Et c'est vrai que j'ai une manière de voir la vie. Pour moi, ça, c'est la vraie vie. C'est-à-dire, je sais que c'est une grâce. Mais j'aime... J'entendais une interview il y a pas longtemps de Fanny Ardant qui disait voilà, on va mourir, donc on a ce chemin de vie et faisons-le. Elle parlait beaucoup d'intensité et moi j'ai besoin de cette intensité. Tu vois, c'est la vie pour moi c'est quelque chose d'ultime. Donc là avec des artistes comme ça, des moments comme ça, il y en a d'autres où tu touches des moments de grâce, où tu te dis là, je touche le toit du monde, je peux pas être plus heureuse, tu peux pas aller plus loin, c'est extraordinaire, voilà. Et puis après, bon, parfois en amour, hop, tu redescends, mais tu fais des films après parce que tu souffres et tout, donc tu transformes le plomb en or et hop, tu rencontres et voilà. Et donc moi, je me souviens très bien, alors je sais pas l'année, je dirais 2017, 2016, tu m'as confié un scénario. À l'époque, on s'était un peu perdu de vue, tu avais déménagé, et donc le scénario s'appelait L'Étoile du jour, et c'est devenu un film. Ouais. Alors là, c'est pareil. Tu arrives à faire un film, quand même, avec Denis Lavant, Béatrice Dalle, et bien sûr, dans le rôle de l'ange. Elle a conscience, ouais. T'as eu Denis Lavant, après Iggy Pop, Béatrice Dalle, Chicky Carillo. Dans l'ordre d'arrivée. Natacha Régnier, Bruno Puzzulo. Voilà, alors comment... Le début, c'était vraiment Denis Lavant. Mais comment on fait pour avoir un casting Denis Lavant. Encore une fois, on demande à l'univers. Mais il faut avoir le courage d'aller vers les gens. Je demande à l'univers, des fois. Ouais, mais parce que si tu lui demandes en disant ah ouais, mais bon, bah, l'univers il entend et il entend ah ouais, mais bon, donc c'est ah ouais, mais bon. Ah non, oui, moi c'est un peu ah ouais, bon. D'accord, donc toi tu verras dans mon coaching. Moi, je suis moi, je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne. Personne. Donc, il a bien fallu que j'y aille. Les gens savaient pas. Donc, j'ai été sonnée aux portes. Je n'ai fait que ça. Et je continue, d'ailleurs. Denis Lavant, tout simplement. Je l'ai attendu à la sortie du théâtre, du Rond-Point. Il jouait dans une pièce avec Garoustin. C'est très intéressant. Et je me suis dit, je vais l'attendre et je vais lui proposer un projet. Le scénario, donc. J'avais pas le scénario décrit, j'avais une idée. Il était même pas écrit, le scénario complètement. Mais j'aime bien rencontrer les acteurs avant de terminer le scénario, parce que ça s'engendre dans la fabrication après. C'est-à-dire que s'ils me disent, ah bah oui, mais je suis pas libre avant 6 mois, on commence à se voir progressivement, et on commence à se connaître, et puis on fait des séances de travail, et du coup, dans le scénario, ça se déploie parallèlement. Moi, je travaille comme ça, souvent. Denis Lavant, voilà, je l'ai attendu à la sortie du théâtre. Et il y avait d'autres gens qui l'attendaient que je connaissais. Donc finalement, Denis est venu vers moi. On est tous allés boire un verre. Et puis en sortant, il m'a dit,
vous êtes cinéaste? Je dis oui. Et je me souviens, il y avait plein de flaques d'eau, tu sais, il pleuvait autour du théâtre du Rond-Point. Il y avait de la boue, donc. Et j'adorais parce qu'il marchait dans les flaques d'eau, comme ça. Bah, bah. Tu sais, comme les enfants. Tu leur dis, moi, quand j'étais petite, on me disait, faut pas marcher dans la flaque d'eau. Et non, tu vas. Et lui, bah, dans les flaques d'eau, comme ça. Et il m'a dit, bon, il faut qu'on se voit pour en parler. Et puis, on s'est vu peu de temps après. Et puis, il m'a dit oui tout de suite. À la suite de là, j'ai contacté Iggy Pop, pas comme tu l'as dit dans l'autre interview, mais autrement. Et Iggy m'a dit qu'il rêvait de tourner avec Denis Lavant. Moi, je ne pouvais pas imaginer ça toute seule. Qu'un mec aussi connu que lui, qui habite à Miami, rêve de tourner avec Denis Lavant. Tu vois, donc il y a des correspondances quand je dis qu'on est vraiment poussé. Mais c'est parce que parfois, on n'écoute pas assez son cœur ou des élans qui peuvent nous paraître un peu fous et un peu extravagants. Celui-là, je l'ai écouté, je vais te dire, et qui ne tente rien à rien. Alors ça c'est vraiment. Et Béatrice Dalle, pareil. Alors là. Béatrice, oui, c'est pareil. Béatrice, pour le rôle de la gitane, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai son téléphone. Je te le passe. Alors bon, je me souviens, tu vois, laisser un message à Béatrice Dalle. Je me souviens que je m'étais informée dans la salle de bain dans le noir, tu sais, pour lui laisser le message sur mon portable, sur son portable, qui avait cette très belle voix. Et puis, c'était marrant parce que le même jour, tu vois, tu vas chez le dentiste, t'as plein de magazines et celui du dessus, c'est Béatrice Dalle en couverture. C'est que ça. C'est-à-dire que dès que tu es dans cette énergie, et que c'est juste, c'est comme une musique en fait, ça résonne. Et donc Béatrice, elle m'a rappelé tout de suite, on s'est donné rendez-vous dans un café, je me souviens. C'était marrant, que j'étais malade comme une bête et je suis venue en Vélib, tu sais, je transpirais comme ça. Et on est allé dans un bar où il y avait personne. Et c'était tellement merveilleux, tellement simple. Et tellement profond. En fait, j'aime beaucoup dans ces artistes, ils sont tellement puissants dans leur art et dans leur humanité qu'ils te poussent à toi rentrer dans la tienne. Tu peux pas mentir. Et c'est ça le cadeau, quoi. C'est ça vraiment le cadeau. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est qu'ils te permettent d'être toi, avec ce que t'es, tes défauts, tes qualités. Mais sois toi. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous permet beaucoup, depuis qu'on est petit, à nous de nous le permettre maintenant. Mais ces personnes-là, ces artistes m'ont donné confiance, quoi, parce que c'est quand même merveilleux, quoi, de travailler avec des gens de cette grandeur, de cette qualité, quoi. Ben, c'est bien. Alors, moi, je suis obligé de dire pourquoi je me lève de temps en temps. C'est parce que nous sommes éclairés par une minuterie. Alors, on est reçus. Ouais, c'est joli. Oui, c'est un gag, mais involontaire. Et nous sommes reçus, dans la paroisse de Saint-Pierre de Montmartre. Voilà, parce qu'en fait, tu es une grande Montmartroise depuis toujours. Là, tu as le Sacré-Cœur, tu vois. Et Saint-Pierre est là, tu vois. Voilà. Saint-Pierre est là, donc j'ai pas mes lunettes, mais on est quelque part là, tu vois, derrière. Il y a Saint-Pierre de Montmartre là, quelque part. Voilà. Là derrière, non? Ah non, il est plus. Enfin, je sais pas, parce qu'en fait. Non, là, il y a la rue du Chevalier de la Barre, c'est là Saint-Pierre. D'accord, donc on habitait par là, nous. Nous, on est là. Ah non, alors nous, on n'habitait pas là, de l'autre côté, là. Et la rue du Chevalier de la Barre, dans laquelle nous habitions, c'est Philippe Léotard, que j'ai eu la chance de rencontrer très jeune, qui est venu me voir d'ailleurs quand on était... il a même lu le scénario d'Elle lieu 14e étage, et c'est lui qui m'a expliqué qui était le chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre, le libre penseur. Voilà, dont on a remis la statue. On a remis la statue, oui, devant le square, parce que évidemment, il a été condamné. Il était condamné parce qu'il était un aristocrate qui voulait le bien commun, donc on l'a tué en prétextant qu'il n'avait pas enlevé assez vite son chapeau. Et ça, c'est évidemment, c'est faux. Alors après l'étoile du jour, donc où il y a le passage d'Iggy Pop en ange. La conscience. La conscience. Mais c'est vrai qu'il a des ailes, donc c'est notre conscience. Enfin, c'est la conscience du personnage qui est joué par Denis Lavant. Mais c'est vrai qu'il a des ailes. C'est le côté un peu Wim Wenders du film, parce qu'il y a un peu des deux dans le film. Il y a un peu beaucoup de Fellini, pardon. Un peu beaucoup de Fellini. Je crois que t'as fait aucune interview c'est marrant. C'est drôle, c'est très cinématographique. Oui, c'est très rigolo.
Et donc, ouais. et alors lui, comment tu as fait pour l'avoir? Merci pour les références de Wim Wenders et de Fellini, parce que c'est quand même des maîtres absolus pour moi. Le cirque, moi, évidemment. Oui, bon, et ça c'est forcément un écho à Fellini. Comme on peut. Et la conscience, moi, ça m'a fait penser... oui, les ailes du désir. Voilà, oui, ailes c'est du vrai. désir. Parce que les ailes du désir, moi, quand j'ai vu les ailes du désir, je savais pas, si tu veux, qu'il y avait tout ça. Il y a toute une dimension spirituelle avec laquelle j'ai connecté de manière beaucoup plus consciente. C'est-à-dire que, oui, je croyais qu'il y avait des choses, des étoiles, des anges, mais je ne vivais pas avec cette conscience qui pouvait être là tout le temps. Et d'ailleurs, même parfois, quand je ronchonne un peu ou ça va pas, je me rappelle que nous sommes une toute petite planète merveilleuse dans un système galactique infini, et que bon, faut relativiser tout ça, et qu'il y a des êtres, il y a beaucoup de mystères dans toute cette lumière, et les anges, dans les ailes du désir, c'est merveilleux. Mais t'as vu, on a vraiment le libre arbitre, parce que quand l'autre il est désespéré et qu'il veut sauter, les anges en fait, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai que cette dimension d'Iggy, qui est quelqu'un qui redonne l'espoir, la force créative à chacun. Je disais que chacun de ses concerts, c'était une réunion de l'insoumission. Pourquoi les gens, à chaque fois, ils vont voir ces concerts parce qu'ils se réveillent à eux-mêmes, et que dans ce sens-là, c'est un modèle comme on en a certains dans le sport, certains c'est des acteurs, d'autres ça va être des peintres. On a besoin de ces modèles-là. Lui, en plus, c'est un modèle vivant. Donc, c'était quoi la question? Comment je l'ai rencontré? Oui, et puis après, en 2021-22, tu décides de faire... un portrait de lui. Tell me Iggy. C'est-à-dire, voilà. Raconte-nous Iggy. Raconte-nous ceci, cela, ta vie. Je voulais faire quelque chose un peu plus intériorisé sur qu'est-ce que c'est de se retrouver sur scène où t'as 20 000 ou 5 000 ou 200 000 personnes qui te regardent, quoi. Et le rapport qu'il y a avec ça, tu vois, moi, il m'en a beaucoup parlé, il dit de ça. Comment tu fais quand tu joues, par exemple, si tu es à l'extérieur, c'est pas pareil que dans une petite salle à l'intérieur, où là, l'énergie est complètement déjà confinée. Enfin, tu vois, comme ça, quand tu joues à l'extérieur, il faut envoyer, quoi. Il me le disait, hein. Et alors, il y a une anecdote... Mais je sais plus la question, c'est pas grave. Il y a une anecdote que j'aime bien, justement, c'est pour l'Étoile du jour. Tu as... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais tu as cassé ton plan d'épargne logement pour payer l'avion. J'ai donné des chèques, je n'avais pas d'argent. Mais alors, d'où sortaient ces chèques? C'était des chèques c'était parce que j'avais fait une opération. Non, oui, des chèques en bois. J'avais fait une opération et ma mutuelle devait me rembourser donc le prix d'un jet privé. Ah bon, carrément. Et mon médecin m'avait dit, Sophie, quand vous toucherez l'argent de la mutuelle, vous me paierez. À part que moi, j'ai bloqué l'argent pour payer le jet d'Iggy. Mais après, j'ai remboursé le médecin. Hein. Mais j'ai quand même fait ça. Mais je le dis dans le film. C'était pour faire la jonction, voilà. Mais je me disais, c'est pas grave, j'aurai les images et tout. Ils pourront faire ce qu'ils veulent de moi. J'aurai les images d'Iggy Pop et Denis Lavant. Donc il faut quand même. Je sais pas. Je pense pas que c'est quelque chose que je referais. Après, il y a quand même eu Canal+ derrière ce projet. Pas au début, hein. Pas au début. Donc le film. D'ailleurs, il n'y a jamais eu Canal+ sur ce film. Non. Non. Ciné+. Ah, c'est Ciné+. Non, mais Ciné+, ils attendent que tu aies fait un film, et puis après, ils te rachètent ou pas. D'accord. Mais non, il n'y a pas du tout Canal. Mais pour ce qui est de la rencontre de Iggy, il y a vraiment cette force majeure qui m'a poussée vers lui. Parce que j'étais à la Fnac et je passais rue Saint-Lazare. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai vu une affiche d'Iggy. J'aimais bien cette affiche là où il avait plein de bandes Velpo, tu sais. Et... Pardon. Et je me suis dit, oula, je regarde. Et c'est là que j'ai eu un flash, mais vraiment, mets-le dans ton film. Il pourrait faire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'ailleurs? La conscience, comme l'ange gardien, oui, le guide, la conscience de Denis Lavant. Allez, on rentre dans la Fnac. Et qu'est-ce que je fais à la Fnac? On me dit, il va venir dédicacer dans 8 jours. Donc je demande le mail de la directrice de la com. Alors, une bouteille à la mer quand même, tu vois. Je lui dis bonjour madame, je sais qu'Iggy Pop va venir dédicacer son prochain album dans une semaine. Je suis réalisatrice, j'ai fait un premier long métrage, tatati. Et là, je prépare un film avec Denis Lavant. J'aimerais engager Iggy Pop dans mon deuxième long métrage. Pouvez-vous me mettre, s'il vous plaît, en relation avec son manager français? Je vous remercie d'avance, bien à vous. Bouteille à la mer, tu vois. Et le lendemain, je partais à Saint-Quentin, je donnais des cours
dans un BTS audiovisuel sur l'histoire du cinéma. Et c'est dans un train pourri qu'elle a 50 ans. Je me souviens, un train qui comme ça, c'est qui s'arrêtait tout le temps. Et je reçois un coup de fil à 10h30 du mat, quoi. Bonjour, donc c'est Alain. Bonjour, alors j'ai reçu un mail, alors vous voulez tourner avec Iggy Pop? Oui. Alors j'ai rien écrit du scénario, hein. Oui. Eh ben venez demain à mon bureau. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça que tout s'est fait. D'accord. Et depuis, c'est devenu un ami d'ailleurs, parce qu'il était un ami. Il était à la signature de ton livre l'autre jour. Disons que c'est quelqu'un lequel j'ai toujours une relation. Il est très heureux du film Tell Me Iggy. Il l'aime beaucoup. Je suis en lien avec lui. On s'écrit des mails. Bon, pour moi, un ami, disons que c'est quelqu'un qui est là tout le temps. Mais bon, pas de dire je le fréquente. D'accord, oui. Faut pas mentir non plus, quoi. Mm-hmm. Mais c'est un lien très beau, très fort. Ouais. Et donc après, nous avons ce livre qui vient de sortir. Donc il y aura un tome 2, alors il y aura une suite. Non, il n'y a pas de tome 2. Ah, mais je fais pas les aventures de Tintin. Mais moi, j'ai cru tout à l'heure, tu disais qu'il y aurait un deuxième. Non, mais parce que oui, je continue à écrire. Alors moi, j'étais le jour de la signature, il y avait Tchéky Cario qui lisait des extraits. Et oui, Tchéky Cario, qui était sur l'Étoile du Jour. Voilà. Qui est comme un grand frère. Hein, et pourquoi tu as choisi donc Tchéky Cario pour venir lire? Parce que en fait, je voulais prendre quelqu'un de l'Étoile du Jour. Donc, il s'est trouvé que Tchéky, je suis toujours en lien avec lui. Donc, je lui ai proposé. D'abord parce que c'est quelqu'un que j'aime. Hein, c'est un grand acteur et très investi. Et c'est vrai qu'il a vraiment préparé la lecture. Il y avait beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'il a préparé la lecture d'une manière étonnante, quoi. Il a préparé la lecture comme un rôle à Hollywood, quoi. Mm-hmm. Mais il fait tout comme ça. C'est écrit comme un journal intime. Oui, parce qu'il y a des dates, c'est très proche du lecteur. Et il y a l'exergue, alors il y a 3 à qui tu l'as dédié. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu le dédies à ceux qui cherchent la lumière au milieu du chaos. Eh ben, tous ceux qui cherchent la lumière au milieu du chaos. Mais tu penses à qui? Tu penses à qui? Je pense à tous ceux partout dans le monde que je connais pas. Tous ceux qui œuvrent dans des associations, tous ceux qui, ayant traversé des difficultés, continuent à être éclairés, positifs. Tous ceux qui enseignent. Je sais pas, tous ceux qui soignent, enfin tous les artistes. Il y en a tellement de gens. Alors il y a ceux qui aident, ceux qui créent. Il y en a beaucoup. Ceux qui donnent. Oui, mais même des fois tu rentres dans une boutique ou je sais pas, tu vas au supermarché et les caissières c'est pas forcément un boulot facile et t'as un sourire, et c'est ça la lumière, c'est continuer c'est l'espérance, quoi. C'est continuer à se lever le matin et même quand ça va pas, dire oui, mais je suis vivante, je suis debout, je suis pas à l'hôpital, j'ai un toit, je peux manger. Déjà, c'est merveilleux, quoi. Ouais. Et puis le reste, il va suivre. La gratitude. De grâce. C'est la gratitude. Voilà, c'est les actions de grâce tous les jours, se dire. Exactement. J'ai le bonheur d'être en vie et d'être à peu près vaillant. T'es pas à l'hôpital. Voilà. Et je trouve que hâtons-nous de vivre, comme dit Sénèque. Et puis quand on perd des gens très proches, on n'a plus du tout envie de s'embêter avec des bêtises. C'est-à-dire que il y a un coup dur, il faut faire front, hein. Mais pour le reste, enchantons-nous de vivre. Enfin, enchantons-nous, même s'il pleut, même si on est tous pareils. Hein, tout le monde a des difficultés plus ou moindres. Mais j'ai remarqué des fois que chez les gens qui sont parfois qui ont vécu les choses les plus dures, qui sont les plus optimistes et les plus positifs quelque part. Alors, les projets, c'est quoi tes projets alors? J'en parle pas beaucoup parce que. Mais il faut en parler. Je pensais que tu l'as vu toi le livre? T'as pas parlé de Pierre et Gilles? Ah oui, de la photo. Ah oui. Non, mais parce que. Tu en as parlé le soir, donc si tu donnes. Enfin bon. Non. Oui, alors la photo. Oui, Pierre et c'est Gilles, très ils sont bien. importants. Alors, là, non, mais si tu veux les projets, quand on en parle, ils se font pas. Donc. Non, on parle d'abord de la couverture. Après les projets, puisque apparemment tu veux pas en parler. C'est-à-dire que les projets, des fois c'est des choses que j'ai depuis 20 ans, ou 5 ans, ou 30 ans, et je me suis rendu compte que quand on parle trop, ça se disperse. Donc il vaut mieux, je préfère dire, j'ai écrit un livre, c'est ce qui s'est passé pour plein de gens, ils m'ont dit, t'as écrit un livre, il va sortir, je l'ai dit à personne, tu vois, je l'ai fait. Bon, ça c'est parce que ça dépend que de moi, et d'un éditeur.
Faire un film, ça dépend de beaucoup de paramètres, beaucoup d'argent, beaucoup de partenaires. Mais je préfère pas en parler et puis je préfère dire aux gens, bon bah voilà, je l'ai fait quoi. D'accord, mais ça je respecte complètement. Mais comment ça se passe quand par exemple, tu veux faire un film, là mettons que tu as une idée, comment tu vas faire? Je ne sais rien. Tu sais pas? Non. Et pour les autres, tu nous as expliqué. Donc pour le prochain, les autres, j'ai fait des films à l'arrache sans une thune, hein, donc avec des années de procès pour récupérer mes films que j'ai récupérés. Ça s'est fait de manière très rock'n'roll parce que c'est un milieu qui est très fermé, si tu connais pas le machin. Puis d'un seul coup, tu peux rencontrer quelqu'un qui te propulse vers une personne et ça s'aligne et ça s'ouvre. Mais c'est très difficile. Moi, t'as bien vu, j'ai réservé le jet, j'ai pris beaucoup de risques. Ah mais ça, oui, il y a Cheyenne Marie Caron, que tu connais sans doute, qui travaille un peu comme toi. Moi, je veux plus faire ça parce que c'est fatigant, c'est éprouvant. Oui. Mais au moins, il y a quelque chose qui existe. Oui, mais si tu veux, maintenant, je peux au moins montrer. Bon, Tell Me Iggy, je l'ai fait avec une prod et Canal, mais avec un petit budget. Mais maintenant, je peux montrer mon travail. C'est-à-dire que quand on me dit qu'est-ce que t'as fait, j'aime beaucoup montrer La Cité des éboueurs. J'ai fait 2 longs métrages. J'ai fait L'homme que j'attends et j'ai fait Tell Me Iggy. Donc les gens, ils voient les liens. Ah oui. Ils voient, pour Tell Me Iggy, j'ai quand même une presse dithyrambique, 4T dans Télérama quand même, tu vois. Donc c'est vrai que quand les gens voient ça, ils se disent bon, on va l'écouter quand même 5 minutes. Et quand ils voient mon film et qu'ils l'aiment, ils font ah ouais, ah ben je vais voir les autres. Et c'est comme ça. Mais il fallait bien faire au début, tu vois. J'ai l'impression que je commence à vivre à mon âge, mais bon, on recommence à vivre tout le temps. Mais bon, une deuxième jeunesse, on va dire. Oui, non, mais ce que je retiens surtout, et j'en ai conscience, c'est la difficulté. La difficulté de créer, et surtout en cinéma. Oui, mais c'est dur de créer. Mais ça, je saurais si c'était facile. Non, mais le cinéma tout particulièrement, parce que oui, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'acteurs. Je me suis jamais prostituée. Je veux avoir ma conscience claire. C'est-à-dire que tous les jours, je me dis, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est honnête, tu vois? Voilà. Moi, je sais qu'un jour, faut payer l'addition, tu vois, et que moi, j'ai envie d'être honnête avec moi. Il n'est pas question de fourvoyer, nanana. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je me faisais, le nombre de gens qui m'ont proposé, je tairais les noms parce que, parallèlement, j'aime leur œuvre, hein. Mais tu sais, quand t'es jeune, il y en a, ils gênent pas. Et même moi, non. Je disais non, je suis amoureuse de votre filmographie, je suis pas amoureuse de vous. Donc non, je vais pas coucher avec vous. Ah, bah, t'auras pas de rôle. Bah, voilà, bah, tu retournes bosser. Donc, c'est pas un mythe. C'est pas du tout un mythe. Ça existe. Ah, bah, moi, bien sûr. Moi, on a essayé de me violer plusieurs fois. Ah, enfin, et t'es tellement en état de choc que tu n'en parles à personne parce qu'en plus, tu as peur, que l'autre, non, c'est pas du tout un mythe. Après, il y a aussi des hommes extraordinaires. Il faut pas tout mélanger. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui tout en me trouvant charmante, j'étais très jeune, trouvaient plus ce que j'avais à dire encore plus intéressant. J'ai été soutenue aussi par des hommes, mais il y avait cette espèce de facilité qui existe toujours. Que, écoute, on peut se le permettre, alors allons-y, quoi. Mais tu peux pas savoir. Des fois, je raconte des trucs, on me dit, c'est pas vrai, quoi. T'avais du bureau, il y avait un bouton comme ça. Ah bon? Hop, ça s'ouvrait, il y avait un boudoir. Mais sur des bureaux, sur les Champs-Élysées, des bureaux qui avaient vraiment pignon sur rue, quoi. Ah bon? Avec des noms connus, tu vois. Oui, bien sûr. Et tu expliques ça comment? Est-ce que c'est des érotomanes ou c'est parce qu'ils sont des gens? Mais non, mais il y a toujours eu ce droit de cuissage sur les jeunes femmes, oui. Où on peut abuser d'une jeune fille. Enfin, tu as bien vu David Hamilton, quand même 13 ans, la petite là maintenant. Et si tu veux, c'est quand on t'agresse, tu crois que c'est un état de choc, donc tu peux même pas en parler. T'es tellement en état de choc que tu ne peux pas en parler. Donc ça vient beaucoup plus tard, tu vois. Et il faut arrêter cette espèce de pouvoir absolu qu'ont eu certains mentors, producteurs, réalisateurs sur les femmes. Tu sais, avant, ça existait aussi, hein, ça a toujours existé de toute façon. Oui, ça existait même chez les rois, même avant l'invention du cinéma. Les filles qui étaient danseuses à l'opéra, qui gagnaient 3 fois moins que les danseurs, c'était normal d'aller vers les hommes, elles offraient des bijoux, elles mettaient ça à la banque, parce qu'à la retraite, elles avaient rien. Et que de toute façon, c'était comme ça. Sarah Bernard, elle est partie de la Comédie Française parce que d'abord, elle était moins bien payée en ayant plus de rôles qu'un homme. Et si tu veux, la condition des femmes,
elle était difficile quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'une femme, elle devait avoir des hommes qui l'entretenaient, qui lui offraient une maison et tout ça, parce que quand elle n'avait pas de famille, et en plus être danseuse à l'Opéra de Paris, bon, c'était très bien. Il y avait les mecs passaient derrière, on a fait visiter tout ça. Donc, heureusement que maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'égalité. Mais c'est vrai que, bon là, on a dévié un peu du truc. Mais si, non. Oui, je parlais de la conscience claire. Oui, il y a des gens qui font très attention avant de tomber amoureuse. Et c'est d'ailleurs une phrase de Jean Eustache dans La Maman à la putain, tu sais. Et oui, t'as bien fait attention avant de tomber amoureuse. T'es pas tombée amoureuse d'un ouvrier de chez Renault. Je sais qu'il y a des gens qui, après, ça les regarde, mais qui ont doigt leur carrière. Alors ils ont du talent, je dis pas qu'ils en ont pas, mais ils réfléchissent beaucoup. Enfin, tu vois, alors que moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, je sortais avec un petit black qui faisait du djembé, tu vois, alors que je pouvais sortir avec des mecs les plus connus. Mais je lui disais non, je suis pas amoureuse de toi, je suis pas amoureuse de vous. Bah tant pis, j'ai pas eu de rôle. Bah oui, mais bon. Alors, il y a quelqu'un qui est très important et qui est certainement pas dans ce genre, c'est Robert Bresson. J'en parle dans le livre. Ah bah oui. Alors, Robert Bresson, donc, lui, c'est un mentor, c'est un papa. Non, c'est un maître. Comme je le dis dans le livre, je pensais qu'il était mort quand j'ai découvert son cinéma et on m'a dit non, il est vivant. Donc j'ai eu la chance je l'ai appelé, pareil. Mais moi j'ai appelé plein de gens. Hein. J'ai eu Willy Renis quelque temps avant sa mort. J'ai appelé les gens. Après, oui ou non, mais au moins, qu'est-ce que tu risques? Tu risques un oui. Oui, tu as raison. Donc en général, quand on me raccroche au nez, je rappelle derrière en plus. Et non, Robert Bresson, ça a été au-delà de nous d'ailleurs, parce que quand je suis arrivée, il m'a dit je ne reçois personne. Et j'ai eu cette grâce d'être enseignée à la fois par ses films. Et par lui, voilà. Et c'est vrai que c'est un rapport d'âme, c'est-à-dire que c'est bien au-delà de nous. C'est pas, tu vois, c'est comme t'as des âmes sœurs comme ça qui se rencontrent dans la vie, que ce soit, voilà, pas forcément professionnel, mais c'est comme ça. En fait, il y a il y a des connexions. Je crois que pour terminer, on va parler. Ce livre qui est sorti il y a à peu près un mois, donc chez l'Harmattan. Oui, il va y avoir une autre dédicace le 18 février, là, bientôt. Toujours chez l'Harmattan, rue des Écoles. Dans la plus ancienne librairie de Paris qui s'appelle La Main, qui est en face de la Comédie Française. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je vous invite. Ah, de La Main, oui. De La Main, et on va faire, donc ils privatisent un petit café à côté, charmant. Et donc, on va organiser ça. Donc, vous êtes les bienvenus. Évidemment. D'accord. Et vous pouvez inviter aussi vos amis. Bon, merci. Alors, cette couverture, je sais très bien ce que c'est, mais j'aimerais que tu en dises un mot. Alors, cette couverture, j'en parle dans le livre. J'avais rencontré Pierre et Gilles, qui m'ont demandé de poser en Sainte-Marie-Madeleine. Ils faisaient tout un livre sur les saints. Donc évidemment, je connaissais pas trop l'histoire de Sainte-Marie-Madeleine et j'ai appris évidemment à la connaître, surtout que je me souviens très bien il y a 20 ans, hein, je me souviens de cette séance. Donc il m'explique que c'est une fille de joie qui est tombée, qui a eu la grâce et qui est tombée. Mais il y a toute une histoire avec Sainte-Marie-Madeleine, avec Isis. Enfin, elle est tombée amoureuse du Christ et c'est celle d'ailleurs qui retrouve le Christ quand il ressuscite. Voilà, oui, qui ouvre le. Et alors ils me disent voilà, tu vois, ça durait une journée. Hein, ils me mettent les ongles, ils me peignent les cheveux et ils me disent voilà, tu vois, c'est comme ça que je suis. Hein. Ouais, c'était comme ça. Ils me disent voilà, tu vois, tu regardes à l'horizon, là le sang, c'est le Christ qui vient de mourir. Alors je me mets comme ça, et c'est ça qui est magique avec la créativité, c'est que j'ai ressenti une émotion, mais de chagrin, d'émotion. Tu vois, habité par si tu veux, quand tu joues, moi j'ai compris ça avec Philippe Léotard, il m'a beaucoup expliqué. Là, tu poses en Sainte-Marie-Madeleine, c'est pas anodin. Enfin, tu vois, Philippe Léotard me disait le jeu, c'est le terrain de la sincérité. C'est-à-dire que tu convoques en fait, c'est le personnage qui rentre en toi et toi tu rentres dedans. C'est un moment où tu te consacres à faire vivre Sainte-Marie-Madeleine. C'est quand même très fort.
Donc ça m'a beaucoup marqué, beaucoup émue. Et à la suite de ça, j'ai fait des recherches et je suis extrêmement maintenant proche de tout ce qu'elle apporte Sainte Marie-Madeleine. Et parce que c'est quand même une femme qui est tombée amoureuse du Christ. Et il est dit que peut-être avec le Christ ils ont eu des enfants, on ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas. Mais c'est hyper touchant, quoi. Enfin, moi, tu vois, quand j'en parle, je suis parce que c'est aimer l'ultime. Vraiment. Puis elle est devenue emblématique, iconique, puisqu'on dit pleurer comme une Madeleine. Enfin, elle est devenue un peu, peut-être pas autant que la Vierge qui était la mère, mais elle est devenue un personnage, disons, majeur de la religion chrétienne. Oui, j'aime beaucoup l'idée que tu puisses être une prostituée et être une sainte. J'aime beaucoup cette idée du don, où tu peux être une fille de joie et devenir une sainte. C'est-à-dire que le bien, il peut être partout. Partout. Voilà. Bien sûr, mais ça c'est inscrit dans la religion chrétienne, catholique surtout. C'est quand le Christ disait « laissez venir à moi les petits-enfants » ou bien « les premiers seront les derniers ». C'est-à-dire que tout le monde a droit à la rédemption, tout le monde a droit et c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, dans Bresson, ce qui m'avait hyper touchée, c'est son premier film qui s'appelle « Les anges du péché ». Oui. Et c'est à la suite de ça que je me suis dit, mais mon Dieu, mais il est mort, mais quel dommage. On m'a dit, mais non, il est vivant. J'ai dit, ah, mais quel bonheur, tu vois. Et je l'ai rencontré. Parce que cette idée que cette jeune, tu sais, elle tire, j'en parle dans mon livre, elle tire le papier. Chaque nonne doit s'occuper d'un cas, et elle tire le papier de cette prostituée qui est dans les bas-fonds pour l'aider à retrouver confiance et la foi, quoi. Et cette jeune nonne va jusqu'à mourir, et c'est quand elle meurt que l'autre comprend et qu'elle a la foi. C'est très très beau. Et j'aime beaucoup cette idée de, je sais pas, je trouve ça merveilleux de croire. Hein. Eh bien, merci, mais si tu avais un dernier mot à dire. Eh bien, pas avant de mourir, avant que Alain arrête de filmer, ce serait quoi? Mais ouais, j'espère, bon voilà, qu'on va mourir, on verra en bonne santé le plus tard possible. Eh ben, je dirais que il faut croire en ses rêves, parce que moi j'ai écrit ce livre comme ça, et je l'ai envoyé à un éditeur, et quand il m'a dit bon, on va vous éditer, j'ai dit ah oui, et que tous les rêves faut oser. Voilà ce que je dirais, parce que voilà. Lève-toi et marche. Oui, et puis vas-y, quoi. Et puis, et si ça marche pas, tu fais autre chose. Et ce qui ne marche pas te propulse vers ta prochaine réussite, ton prochain accomplissement, quoi. Faut pas perdre de temps, quoi. Oui, faut y aller à fond.